Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Vie ma vie de dev. Je suis Gaëtan Redin, le builder de Easy Angular Kit et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Audrey Redondo. Audrey, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Enchantée d'être avec toi, merci de m'avoir invitée. Du coup, donc moi je suis développeuse full stack Angular et .NET. Et initialement, j'étais secrétaire et j'ai eu un parcours aussi RH. Voilà, depuis 8 ans, je me suis reconvertie dans la tech, donc voilà, sur les technos que je t'ai cités. Ok, donc secrétaire après RH et après dev et Tout à fait. on peut savoir comment t'as basculé alors secrétaire à RH et après RH à dev parce que c'est quand même pas du tout. Alors déjà, secrétaire, c'est il y a très longtemps. Et j'ai repris mes études en alternance 5 ans plus tard, après avoir obtenu donc le baccalauréat et le BEP avant ça. Et j'ai eu un BTS assistante de gestion PME-PMI et j'ai poursuivi en licence de gestion des ressources humaines. Pourquoi et comment je suis arrivée dans le développement informatique? C'est justement dans le cadre de ma licence de gestion des ressources humaines. J'étais donc en alternance avec le fret SNCF et il y avait une problématique RH très complexe qui touchait notamment les représentants du personnel et l'activité syndicale. Et pour répondre à ce besoin, j'ai développé une application de gestion qui permettait notamment de suivre ces absences, mais en plus de calculer en termes humains l'impact que ces absences avaient dans chaque équipe de production. Je suis arrivée à développer ça en autodidacte parce que, à la base, donc j'étais embauchée parce que je maîtrisais pleinement le logiciel Excel. Donc le Le but fameux. voilà, le but était de concevoir un outil, sous forme de tableau, tout ça, sauf qu'en fait, à l'université, donc j'étais à l'IAE de Toulouse, ma professeure de projet tutoré m'a dit en début d'année: «Non mais Audrey, il va falloir penser à faire autre chose parce que là, c'est un niveau bac+2 ce que vous proposez et vous êtes en train de préparer un bac+3». Donc je me suis mis une pression, du coup, j'ai essayé de voir comment je pouvais répondre à la fois à la problématique de l'entreprise qui m'employait en alternance et à la fois au référentiel de l'examen. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, écoute, je maîtrise Excel en tout cas dans les bases. J'ai envie de pousser plus loin. Je vais créer une interface utilisateur. Je vais créer donc toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires au suivi des absences. Mais en plus de ça, je vais développer un truc qui répond aussi au référentiel et notamment donc c'est la partie qui permet de calculer en termes humains l'impact de ces absences dans les équipes de production pour pouvoir ensuite prendre des décisions, pallier ces absences et voilà, permettre de... Et tout ça c'était dans ta alors pendant ta formation de RH et t'as basculé sur un projet de dev. Oui, en autodidacte, en même temps que je faisais mes tâches RH. Oui, Quand tu te mets la pression, tu fais pas semblant, toi, c'est dis donc. ça. Ok. Et du coup, t'as kiffé, j'imagine. J'ai totalement kiffé, j'ai découvert une passion du coup. Donc en fait, j'avais vraiment pas l'impression de d'avoir une activité en parallèle de mes tâches RH parce que c'était une passion, ça m'absorbait. J'ai développé beaucoup de fonctionnalités finalement dans cette application de gestion donc avec Excel VBA. Surtout, donc ça m'a apporté la passion, mais j'ai présenté ça à l'examen, donc ça a fait l'objet de mon mémoire professionnel, et j'ai eu la note de 20 sur 20 à l'oral. Finalement, au début de l'année, j'arrivais avec un projet qui était bancal, qui était de niveau bac+2. Ben, j'ai tout explosé à la fin de l'année en présentant ce projet. Mais ce qui est ouf, c'est que c'est un cursus RH et du coup, tu présentes un projet dev Tout à fait. et ça les a pas. Bon, c'est Non, bien. Bon. alors en fait, ça les a vraiment, c'est ce qui leur a plu, c'est que en fait, j'ai proposé un mix entre des compétences RH et Hmm. d'automatisation de tâches, de processus RH. Et ça, c'était quand même en 2014. Donc il y a assez de temps qui est passé depuis. Et en fait, moi, dans l'idée, après ça, je voulais devenir développeuse d'outils RH. Ok. Mais sur le marché, à cette époque-là, c'était pas encore, enfin, je veux dire, la casquette RH plus développement informatique, c'était pas du tout, enfin, on l'envisageait pas comme ça, en fait. Donc Hmm. du coup, je me suis plutôt orientée vers le développement web et j'ai fait une formation qui a duré 1 an, donc vers un niveau bac+2, donc après avoir eu un bac+3 en RH.
Et donc du coup, bah, depuis 2017, donc je suis développeuse web. Et tu t'es pas tourné vers des éditeurs de logiciels spécialisés dans les RH, genre Lucas ou ce genre de trucs? C'est? J'ai postulé, oui, mais non, les profils débutants n'étaient pas acceptés à Ouais. ce moment-là. Comme quoi, c'est toujours ça, ce sujet des débutants. Euh, c'est de pire en pire, on est Oui, c'est de d'accord. pire en pire Mais parce que j'ai eu quand même beaucoup de chance en 2017, j'ai trouvé très rapidement. ok, donc VBA. Après, t'as fait une formation pour poursuivre le dev et c'est là où t'es parti sur le .NET ou il y a eu d'autres trucs entre-temps. Alors, j'ai commencé avec de l'AngularJS. Et moi, j'y ai échappé. Je sais pas comment vous avez fait, vous. J'ai commencé donc avec de l'AngularJS. Il était normalement prévu que je fasse du full stack, sauf que le besoin dans l'entreprise dans laquelle j'étais, malheureusement, était plutôt axé sur du front-end à ce moment-là. Et j'ai pas accroché avec ce framework. Donc, bah, AngularJS. oui, c'était AngularJS, ouais. Ouais. Donc du coup, mes ambitions étaient un peu plus supérieures à celles qu'on me proposait dans cette entreprise. Donc j'ai accepté une autre opportunité et c'est là que j'ai découvert donc .NET. Ok. Euh, pour moi, c'était la suite logique en fait après être tombée amoureuse du code avec Visual Basic. C'était la suite logique de me spécialiser en .NET sur de la programmation objet, .NET et C Sharp. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé tranquillement en 2018 avec du .NET, du C Sharp, et je suis revenue vers de l'Angular dans des versions un peu plus récentes. Je crois que c'était la version 7 ou la 8 quand je suis revenue. Mais voilà, c'est les deux technos sur lesquels j'évolue depuis donc 7 ans pour .NET et 5 ans sur Angular. Ok. Et alors c'est rigolo. Alors je sais pas si on peut le dire. Moi, je sais que t'as des activités un petit peu annexes, plutôt orientées UI, design, etc. Euh, mais c'est rigolo parce que du coup, avec du VBA et du .NET, tu pars plutôt sur du back-end finalement. Donc, enfin, tu kiffes vraiment faire les deux ou genre, il y en a un des deux qui. J'ai une appétence prononcée pour le front-end. Ok. Mais j'ai plus d'expérience sur le .NET, mais j'ai poussé Ok. beaucoup plus de, comment dire, de connaissances côté front-end. Et comme tu dis, donc j'ai une appétence pour tout ce qui est visuel, tout ça. Donc j'ai aussi, dans le cadre de mon expérience, parce que je me suis mise à mon compte en 2019, je me suis plutôt tournée dans un premier temps vers une clientèle qui avait peu de moyens, qui avait besoin d'avoir une visibilité sur Internet. On parle d'artisans, de commerçants, voilà, de personnes qui se lancent dans leur activité qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et donc du coup, j'ai proposé, de leur faire leur site internet dans un premier temps, de l'héberger, tout ça. En fait, de fil en aiguille, ma clientèle, avait des besoins autres qui étaient notamment, un logo, des cartes de visite, tout ça. Je ne savais pas faire, mais encore une fois, je me suis auto-formée et parce qu'ils ont cru en moi, ils m'ont demandé ça, et ils ont apprécié ce que je leur ai proposé. Du coup, j'ai développé aussi des compétences de ce côté-là. J'ai conçu ton logo pour... Ouais, mais justement, en fait, j'attends que tu finisses pour pouvoir le dire. Sachez juste que c'est Audrey qui a fait le logo d'Isangular Kit. Ouais. Je crois en tout et pour tout qu'on a dû faire un échange téléphonique et genre deux échanges par mail. Et le résultat, moi, je l'ai kiffé direct. Donc, très, très efficace sur la conception de logo. Elle cerne très bien les gens et ce qu'ils veulent. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais ouais, non, c'est rigolo. Et donc, du .NET, toi, tu habites dans le sud, je crois. Oui, actuellement. Ouais. T'as pas mal voyagé? Ok. Rapport avec le dev ou pas du tout? Oui, j'ai des Ok. opportunités professionnelles à chaque fois qui m'ont C'est fait vrai? bouger, Genre ouais. où? Bah, j'ai été à Nice, Toulouse, Bordeaux, et puis là, je suis du côté de Arles parce que c'est stratégique en fait. Ça me permet d'accéder à des opportunités de bassin tech, soit sur Montpellier, Marseille. Il y en a à Aix-en-Provence aussi, un peu à Avignon. Donc à trois quarts d'heure, 1 heure de route, j'ai accès à tous ces bassins de tech. Ok. Ah oui, t'as déménagé à chaque fois avant, sinon, pour tes missions et tout? Ah, enfin, Ouais, et puis ouais. bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire un peu de remote. Bon, c'est vrai que Ouais.
est un peu en baisse à ce niveau-là. On fait un peu machine arrière en France. Mais on en trouve quand même un peu. Moi, je suis pas contre d'aller sur site, mais voilà, à chaque fois, il faut quand même aller sur site un minimum. Donc oui, il faut se rapprocher des sites, quoi. Ouais, après, enfin, c'est pareil, hein, souvent ça peut être un peu d'un commun accord aussi, si tu peux pas faire 1 ou 2 jours par semaine, plutôt orienté sur une semaine par mois, et puis tu te déplaces. Il y en a qui font ça aussi. Ouais. Bon, après, puis il y a les virulents du full remote aussi, mais bon, malheureusement, aujourd'hui, il y en a un petit peu moins qu'avant, donc voilà, faut s'adapter. C'est ça. Ok, bah c'est cool. Et donc là où je voulais en venir, c'est que moi, .NET, j'ai découvert que sur Nantes, ça existait, et depuis assez peu de temps en fait. C'est depuis mon client actuel. Mais avant, pour moi, Nantes, c'était le bassin du Java. Et un de mes partenaires de travail, en fait, leur boîte mère est dans le sud, je crois que c'est Montpellier, et .NET, .NET. Moi, je trouve ça hyper marrant de voir qu'en fonction de la région, c'est pas la même techno. Ouais. Lyon, je Ouais. crois que c'est PHP qui prédomine. D'ailleurs, je sais pas si tu connais des coins où il y aura du Node.js, parce que je sais que beaucoup m'en demandent et j'ai aucune idée de. Enfin, je vois plein de gens qui parlent de Adonis, Nest, tout ça, mais je sais pas où ils bossent ces gens-là parce que je vois jamais de mission tomber Node.js. Non, la plupart que j'ai vu, c'est soit Vue, soit React, enfin, en tout cas pour la partie TypeScript et front-end, mais côté back-end, ça a toujours été soit du .NET, soit du Java. Ouais. Le PHP, j'en ai très rarement entendu parler. Ah ouais, comme quoi. Ok. Et alors après, on arrivera un petit peu à parler des réseaux sociaux, mais tu penses que ton micro-passage dans les RH, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais t'a aidé un peu après pour ta carrière de dev, ta vie de dev? Alors, oui, oui, bien sûr. Dans le sens où, bah, par exemple, là, j'ai connu une période de creux, à partir du mois de juin, donc ma mission s'est terminée, au mois de juin. Beh, du coup, j'ai cherché une mission, j'ai pas vraiment trouvé. Je me suis aperçue que, bah, sur le marché, le marché avait changé surtout. Il était devenu saturé, en tout cas, tel que moi je le perçois, avec les compétences que je porte. C'est-à-dire que du .NET et de l'Angular aujourd'hui, ben, ça court les rues. Il y en a pas mal qui sont formés avec ces compétences-là et qui sont très bien équipés. Donc du coup, très difficile pour moi de me démarquer quand je postulais. À tel point que justement j'avais postulé pour une entreprise dans le coin qui m'intéressait, c'était cet été. Et en fait, il y a eu une centaine de CV qui ont été déposés, donc pour la même Waouh. mission. Mais quand je parle de centaines de CV, c'est centaines filtrées en fait, hein. Ah, ok. Voilà, donc c'était des 100 candidats potentiels qui pouvaient vraiment aller pour le poste, quoi. Donc là, je me suis dit: «Bon, va falloir que je fasse quelque chose». Du coup, je me suis dit: «Ben, je vais me former peut-être en intelligence artificielle, me donner de nouvelles cordes à mon arc». Et j'ai aussi développé en parallèle une activité d'apport d'affaires parce que je recevais quand même, des opportunités. On me les proposait en fait ces opportunités, donc plutôt que de les laisser passer, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas les proposer à mon réseau?» Moi, si demain il y a quelqu'un qui vient et qui me dit: «Audrey, j'ai une mission pour toi, est-ce que tu es OK pour que je te prenne une commission?» Bah, ouais, j'étais OK avec ça, en fait. Au début, Hmm. je me disais: «Non, ça je suis pas à l'aise de prendre, une commission sur un freelance, quoi». Parce que le but, en fait, le modèle de l'apport d'affaires que je propose, c'est de proposer à mon réseau de freelance. Donc en direct, je prends une commission sur le TJM qui va facturer au client. Et au départ, j'étais pas très à l'aise avec ça, mais finalement, en y réfléchissant, je me dis: «Mais moi, si demain, il y a quelqu'un qui vient et qui me propose ça, je suis OK largement», parce que vraiment, c'est difficile aujourd'hui de trouver quelque chose qui plaît vraiment, en fait. Il y en a des opportunités, mais est-ce qu'elles plaisent vraiment? Est-ce qu'elles correspondent vraiment aux conditions de travail dans lesquelles on a envie de travailler? Techniquement, est-ce qu'il y a du challenge? Enfin, moi, ça fait partie des choses, en tout cas, qui sont très importantes pour moi. Donc du coup, voilà, j'ai développé cette activité d'apport d'affaires. J'ai développé des partenariats donc avec des recruteurs. Donc c'est grâce à mon passé RH, tout ça. J'ai développé aussi un partenariat avec une société de portage salarial parce Ok. que je voulais aussi proposer quelque chose qui ne se propose pas dans le cadre de l'apport d'affaires, c'est-à-dire
s'adresser aussi à des personnes qui sont actuellement en CDI, mais qui voudraient peut-être venir dans le monde du freelance. Ok. Et donc, du coup, je voulais voilà, proposer une solution palliative avec du portage salarial pour leur permettre d'accéder aux opportunités que je partageais pour les freelances. Et du coup, ben, grâce à, à ce partenariat, donc j'ai eu des choses qui ont découlé de tout ça. La première, c'est que aujourd'hui, ben, je suis un peu la community manager de cette société de portage salarial. Ok. En tout cas, je publie des posts pour leur compte. Et autre aspect positif grâce à cette activité, c'est que j'ai perdu le fil. Non, t'inquiète, t'es très bien là. Donc, t'as réussi à à être community manager de cette boîte, et donc ça t'a Oui. apporté aussi. Et l'autre aspect positif, c'est que des recruteurs m'ont fait confiance au-delà de mes compétences .NET et Angular, puisqu'à la base, on me proposait des opportunités pour moi que je retransmettais dans mon réseau. Mais finalement, bah, les partenariats avec les recruteurs se sont très bien passés. Donc, on m'a aussi partagé des besoins qui n'étaient pas forcément liés à mes compétences, et notamment dans la data et l'intelligence artificielle. C'est de là aussi que j'ai commencé à me dire, peut-être il faut que j'aille là-dedans. Et Ouais. moi, en faisant passer des entretiens, le but du modèle que je proposais en apport d'affaires, c'est de pouvoir qualifier à la fois au niveau RH et au niveau technique. Donc, je faisais passer des entretiens techniques à des personnes qui étaient beaucoup plus techniques que moi, du coup, pour cette partie-là. Mais ça m'a énormément appris et ça m'a donné cette curiosité de vouloir pousser plus loin. Donc, j'ai automatisé bah, le process de mon activité d'apport d'affaires et j'ai intégré de l'intelligence artificielle, notamment pour cette automatisation. Donc, ça m'a permis de mettre un pied dedans. Et là, je me suis dit, ouais, c'est là que je veux aller. Et c'est là que c'est cette corde que je veux ajouter à mon arc pour pouvoir me démarquer. IA, du coup, ou automatisation ou les deux? Intelligence artificielle, l'automatisation depuis toujours, hein. Ouais. C'est ce qui me plaît depuis toujours. Mais l'intelligence artificielle, je pense que comment dire? C'est une nécessité aujourd'hui de prendre, le train en marche, en fait, parce que sinon on va se faire dépasser en tant que développeur, hein. Ouais, ouais, je sais que c'est un douloureux sujet à débat, que c'est un truc sans fin. Après, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est là, c'est de plus en plus utilisé, c'est de plus en plus performant. Moi, je suis fondamentalement convaincu qu'on ne sera pas remplacé par l'IA, mais peut-être que je me trompe. Toujours est-il que ceux qui vont pas s'y mettre, ils vont vraiment morfler à un moment donné, et que, enfin, il y aura un autre filtre qui se fera naturellement après, je pense. Alors quand on dit IA, et que quand je dis IA, c'est pas forcément être capable de coder avec Windsurf, Cursor, ou être capable de discuter avec ChatGPT. Il y aura peut-être d'autres niveaux d'IA après, je sais pas, mais je pense que globalement, plutôt on prend le train à s'y mettre, comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est pas si mal. Ouais. Je vois bien sur quel terrain on va, et je voudrais pas qu'on y aille trop vite parce qu'on n'a pas du tout encore parlé de ta vie sur LinkedIn, qui est un peu le deuxième thème de ce podcast. Donc, ok, là on en arrive au stade où tu fais de l'apport d'affaires, tu commences à réfléchir à la data. Ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn, et ça fait combien de temps que tu postes du contenu? Sur LinkedIn, je sais pas, ça doit faire, au moins 10 ans que je suis dessus, et que je poste vraiment régulièrement, on va dire depuis cet été, ouais. Depuis que Ok. je me suis mise à l'apport d'affaires un petit peu avant, en fait, dès que je pense depuis le mois de juin, en fait, depuis que j'ai terminé ma mission, ma dernière mission. C'est le fait d'avoir terminé ta mission et de devoir en retrouver une autre qui t'a motivé à le faire? Ouais, et puis aussi j'ai toujours aimé écrire, partager, donc je m'y suis mise. Je sais pas exactement comment, mais voilà. Enfin, en tout cas, ouais, c'est voilà, c'est plutôt fluide en fait. Et puis de fil en aiguille, en voyant que justement ce que je publiais, ça intéressait, de faire des connexions, voilà, de partager justement avec des personnes qui aussi me partageaient des choses très intéressantes. J'ai passé de plus en plus de temps sur LinkedIn et donc du coup, c'est un engrenage. Après, enfin, c'est un engrenage. C'est péjoratif ce mot, mais Non, mais oui, une fois qu'on est lancé dedans, ça devient presque naturel, mais oui, je vois ce que tu veux dire, parce que alors moi je crois que LinkedIn m'a envoyé un email il y a pas longtemps pour fêter mes 12 ans sur LinkedIn, oui. mais je crois que c'est genre ma 2e ou 3e année que je publie vraiment, peut-être la troisième maintenant.
Faut que j'arrête de dire tout le temps deux parce qu'au bout d'un moment ça fait plus deux, mais Ouais. ça va être ma troisième année et en fait, une fois que tu as trouvé un peu ton rythme de croisière, tu as défini potentiellement un peu ta ligne édito, etc. D'ailleurs, toi, t'en as une ou pas? Enfin, tu te fixes des thèmes, ou tu freestyle total. Non, j'ai très rarement programmé des posts. En Ok, général, quand je poste, c'est quelque chose soit que j'ai pensé la veille et je le publie le lendemain, mais ou alors c'est quelque chose que j'écris là sur le moment et que je poste. ok. Et du coup, t'as pas j'allais dire de sac à idées, une boîte à idées, un truc où non, si tu penses à quelque chose, le lendemain, ça part, quoi. Pour mes trucs à moi perso, je fonctionne comme ça. Par contre après, comme j'ai dit tout à l'heure, je rédige des posts pour, Watt Portage, Hmm. c'est la société de portage salarial avec qui je travaille. Là par contre oui, j'ai plus de rigueur en tout cas sur cet aspect-là. Les posts sont programmés un mois à l'avance. Ok. Ah, c'est marrant que du coup, ils aient une visibilité sur ce qu'ils veulent voir un mois avant. Je trouve ça fou. Moi, j'ai été à une époque où j'arrivais à avoir 3 semaines d'avance sur mes posts, mais sauf que quand le post sortait, je sais, mais en fait, moi, j'en suis plus du tout là. Enfin, il y a un décalage en fait. En 3 semaines, il s'est fait un décalage. Mais bon, c'est bien s'il y a des boîtes qui arrivent à se fixer comme ça. Je trouve ça impressionnant. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont une ligne de conduite assez rectiligne finalement. Ouais. Après, il y a des choses justement que j'essaie de mettre en place. J'essaie de me calquer en fait avec des dates spécifiques pendant le mois. En fait, par exemple, je sais pas, il y avait le poisson d'avril là en avril. Ouais. Il y a des jours de congé en mai. Enfin, il y a plein de choses, plein de sujets finalement à aborder qui intéressent finalement les personnes qui sont sur LinkedIn selon le mois dans lequel on va publier. Donc j'essaye justement d'avoir des sujets plutôt intelligents, voilà, de ce côté-là, pour que ça ne soit pas périmé entre guillemets le jour où ça sort, quoi. Et donc toi, pour toi, beaucoup plus flex, moins de règles, moins de contraintes. C'est-à-dire que tu es capable de pas poster de la semaine. Oui, alors j'avoue que ça me frustrerait un peu de pas avoir de pas poster au moins une fois par semaine. Mais oui, là dernièrement par exemple comme j'ai commencé une nouvelle mission, j'avais beaucoup moins de temps, donc j'ai réussi à poster quand même une fois par semaine. Mais oui, j'essaye comme enfin j'essaye, c'est même pas essayer en fait, normalement ça me vient. Donc Hmm. voilà, j'ai de comment on appelle ça? Je trouve pas les mots ce soir. C'est pas grave. J'ai de l'inspiration, assez régulièrement normalement. Ok. Et c'est alors donc une fois par semaine, c'est un peu ton minimum. Et c'est quoi ton rythme de croisière si t'en as un? Et c'est combien le maximum de postes que t'as pu faire dans une semaine? Ouais. J'ai essayé, justement j'avais pris exemple sur toi qui postait, beaucoup, beaucoup à un moment donné. Je me suis dit: «Peut-être ça marche», donc j'ai essayé, de faire 2 posts par jour. Ça a pas pris, mais je pense que ça a pas pris parce que les posts, que je faisais à ce moment-là, c'était des posts très techniques et j'essayais Hmm. d'embarquer les gens, en fait, avec moi dans mon apprentissage justement de la data science et je postais des trucs très techniques et je pense que, voilà, de voir ça le matin et le soir, bon, c'était pas Ben, après, ouais, il y a différentes. Alors, bon, après, je suis pas forcément l'exemple à suivre parce que moi, j'ai mes périodes où je peux publier 5 fois dans la journée et puis d'autres fois. Alors, en ce moment, c'est le minimum, c'est une fois par jour. J'en programme un tous les jours globalement, mais ouais, si j'ai une journée assez mouvementée, je peux publier 5 fois. Après, il y a des thèmes, effectivement, tout ce qui va être très technique, très pointu. En fait, même si ça récolte des likes, enfin, je sais pas pourquoi en termes de vues, ça décolle pas forcément. Alors, mmh. pas toujours, hein, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les sujets techniques, ça décolle moins. Et en fait, je pense que c'est vrai que les gens, enfin, quand on scrolle beaucoup, c'est aussi pour se détendre, tu vois. Donc moi, quand je vois un truc technique, en fait, c'est très simple. Si je fais voir plus, c'est que le truc ils l'ont comme ça. Moi, c'est voilà mon heure, tu vois. J'aime bien les trucs techniques très courts, tu vois, un truc, je peux apprendre rapidement quelque chose, ça je vais le lire, je vais le commenter, etc. Mais c'est vrai que les trucs sont un peu plus longs. Il y en a beaucoup qui font des posts, ils savent qu'ils ont 3000 caractères et ils vont jusqu'au bout des 3000 et je trouve ça impressionnant. Mais
Moi, je lis rarement jusqu'au bout parce que c'est trop long en fait. Enfin, c'est vrai que c'est dans ce mouvement de scroll, ça va pas du tout. Mais ouais, après, moi, c'est vrai que je m'interdis rien non plus. Donc, ce qui a fait que je peux publier énormément sur à peu près tout et n'importe quoi. Après, est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Est-ce que toi, tu as vu une différence par rapport, justement, en termes de fréquence? Est-ce que LinkedIn peut t'apporter? Oui, alors déjà, j'ai remarqué que les posts drama, parce qu'on va dire, on va appeler ça comme ça, ont beaucoup plus d'impression que les posts techniques où tu veux vraiment transmettre quelque chose à tes contacts. Et après, ben, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'a apporté quand même, ben, justement, de pouvoir tisser des liens avec des personnes, de pouvoir, parce que justement, l'opportunité à laquelle j'ai répondu aujourd'hui, donc je suis en mission, c'est grâce au réseau, grâce à une personne justement dans mon réseau que j'ai connue cet été. Euh, donc voilà, LinkedIn est quand même très bien à partir du moment, je pense, où on a une certaine visibilité, où on fait pas semblant non plus de, enfin, où c'est pas juste à sens unique. Je pense que c'est ça, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont sur LinkedIn, qui publient, mais finalement ne vont pas forcément échanger après avec les autres. Hmm. Et je pense que ça, c'est très important de voilà, de tisser des liens, de s'apporter des choses entre nous, en fait. Parce que c'est ça, en fait, le but d'un réseau, c'est de se partager des choses. Et si tu fais juste ça pour essayer toi, de gagner des vues, des likes, enfin voilà, et que tu donnes rien en retour, ça marche pas. Non, non, non. Enfin, après, il y a beaucoup de pods, de trucs comme ça qui existent pour un peu ceux qui ont un peu la flemme et qui. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est revenu il y a pas longtemps parce que il y en a qui câblent un peu, ils essaient de vendre un produit, un truc, mais eux, ils croient pas du tout en ce genre de système. J'avoue que moi, j'ai du mal à suivre aussi parce que ça t'apporte de la visibilité, mais du coup, tu sais pas d'un point de vue qualitatif ce que ça t'amène. Enfin, c'est difficile de jauger, je trouve, avec ce genre de fonctionnement. Mais c'est vrai que, enfin, la tendance c'est plutôt de rendre, enfin, sans se forcer non plus, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui ont déjà réagi. Et moi, je réagis pas forcément à tout ce qu'ils font, soit parce que c'est un poste particulier qui m'intéresse pas, qui me plaît pas, ou la personne, enfin, finalement j'ai comme un peu de mal avec ce qu'elle dégage, donc bah c'est cool si elle apprécie ce que je fais, mais je me sens pas obligé d'être redevable non plus totalement. Enfin, je pense qu'il, moi en tout cas j'aime bien. Donner de la force à ceux avec qui j'ai tissé un lien, un petit truc, tu vois. Enfin, ça me paraît plus humain, en fait. Totalement, Mais, totalement. et, euh, et du coup, donc toi, ça t'a amené de l'apport d'affaires? T'en as fait un petit peu ou pas? Alors j'en ai fait un petit peu, ça a montré des limites. En fait, je me suis beaucoup investie. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai développé un partenariat avec une société de portage pour pouvoir justement proposer ça à des salariés qui voulaient venir dans le monde du freelancing. Mais j'ai aussi, et je pense que c'est ce qui m'a desservi, parce que justement, l'apport d'affaires, l'activité d'apport d'affaires, ça a le vent en poupe sur LinkedIn. Il y a des coachs qui poussent de partout pour, pour faire ça. Et en fait, on va dire, il y a des méthodologies plus ou moins honnêtes pour arriver à faire ce qu'on souhaite. En tout cas, voilà, moi, personnellement, je pense que c'est ce qui m'a desservi, mais en même temps, je suis plutôt contente d'avoir fait les choses comme je l'ai fait. Et s'il fallait le refaire comme ça, je l'aurais refait pareil. J'ai commencé à mettre petit à petit des limites, en tout cas, dans ce que je voulais partager à mon réseau. Quand j'ai vu que vraiment le marché, revenait sur le présentiel, enfin sur le télétravail du coup et revenait au présentiel, hem, j'ai décidé de ne plus partager des opportunités qui mentionnaient, du full présentiel, même sur une petite période, pendant l'onboarding. Parce que Ok. pour moi ouais. Parce que pour moi, ça, c'est le signe que ça va mal. Et si ça peut rendre service à quelqu'un d'accepter une mission comme ça tout de suite, oui.
c'est sûr, c'est une évidence, ça rendra service. Par contre, ça ne rend pas du tout service au marché sur le long terme. Parce qu'accepter ces conditions aujourd'hui, ça veut dire ne plus les avoir demain. Mm. Ouais, ouais, non, c'est Et faire la des choix, décision, hein. voilà. Du coup, j'ai pris la décision de ne plus partager ce genre d'opportunités. Donc j'ai communiqué ça aux recruteurs avec qui j'avais des partenariats. Et j'ai aussi défini un TJM palier en dessous duquel je ne voulais pas proposer d'opportunité. C'est-à-dire que si le recruteur ou le client qui me proposait l'opportunité n'avait pas le budget nécessaire pour arriver à ce palier minimal, c'était non pour moi, je ne le partageais pas. Et ce palier minimal, c'était 422 euros. Alors, bon, on m'a demandé pourquoi 422, pourquoi c'est aussi précis. Et une Euh, histoire de pourcentage, non, là-dedans. c'est par rapport au pourcentage que je prends au niveau de la commission. Donc en général, c'est plutôt 5% que je prends. Et bah, je me sentais pas à l'aise de prendre 5% sur un TJM qui était en dessous de 400 euros. Donc pour moi, le minimum, c'était 422. Comme ça Comme faisait 4 ça, pour la personne. Et moi, j'avais la commission sur le... ok. Et du coup, enfin, moi, j'avoue que là-dessus, aux grandes dames de Ronan, j'ai essayé, non, c'est pas vrai non plus. Euh, j'ai rien contre l'apport d'affaires, mais comme tu l'as dit, il y en a qui poussent de tous les côtés. Ouais. Euh, on le sait qu'il y en a qui ont pas les mêmes règles que les autres, en plus. Moi, je vois des annonces passer, des TGM à 300 balles avec le mec qui prend 10%, mais enfin, Non. je veux bien hein, qu'on se rende service, que c'est un win-win, mais enfin 10% de 300 les gars. Enfin, alors déjà le TGM à 300, on en parle ou pas, parce que c'est quand même à la base c'était pour un confirmé, je crois. Et tu reprends 10% dessus. Enfin, c'est en fait c'est voilà, c'est un peu ce qui me dérange en fait, c'est que ben de toute façon c'est l'humain. Hein, tant que tu lui donnes un bout, il va essayer de prendre tout et Ah, jusqu'au moment où ça va se péter la gueule. Hein. Enfin, on a bien vu tous ceux qui crachaient sur le modèle des ESN, sur ce qu'on veut, les chasseurs de tête et tout. Mais pardon, hein, mais enfin entre devs, clairement, ouais. c'est pas beaucoup mieux. Hein, et donc, c'est vrai que c'était bien. Enfin, c'était bien. Moi, je trouvais ça cool que toi, tu partages un peu cette tendance-là d'avoir un peu une éthique par rapport à tout ça, tu vois. Parce que je trouve que, enfin. C'est encore une porte ouverte au n'importe quoi et on le voit que les gens ils ont aucune limite à accepter et à un moment donné j'appelle ça dépouiller parce que oui c'est du win-win, je suis entièrement d'accord, mais quand les conditions sont réunies, enfin à un moment donné il faut arrêter de blaguer sur ça, enfin bon bref. Voilà, l'apport d'affaires c'est pas mon truc, ça veut pas dire que j'en fais pas du tout, j'en fais à l'opportunité, mais c'est vraiment que entre gens que je connais bien et voilà, et c'est sans prise de tête, sans... Voilà, je sais qu'il n'y aura pas de magouille, pas d'embrouille, Ouais. mais c'est moi qui perds le fil. Mais non, voilà, maintenant on va pouvoir y arriver parce que je pense que là on en était à peu près à... Tu commences à t'intéresser à l'IA, l'automatisation, et là on va pouvoir... là on va rentrer dans un scénario qu'on va pouvoir vendre à Netflix, je pense. Ouais. C'est du surréalisme. Ouais. Euh, donc tu t'es intéressé à l'IA. Mhm. Et je crois de mémoire que tu avais dit que tu voulais faire une pause pour sur une formation, pour t'orienter, etc. C'est ça. Et donc en fait, j'ai moi-même été en portage salarial hein, avant de me retrouver sans mission. Donc ça m'a permis de cotiser pour le chômage. Donc du coup, je me suis retrouvée au chômage en août et au mois de novembre, j'ai décidé, après avoir fait de l'apport d'affaires, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai décidé de me tourner vers l'intelligence artificielle et de profiter du temps qui me restait au chômage pour monter en compétences et obtenir un diplôme. Parce qu'aujourd'hui, et comme je le disais, j'ai qu'un bac+2 dans le domaine informatique. Bon, j'ai d'expérience aujourd'hui, mais j'ai qu'un bac+2. J'aurais aimé avoir un bac+5. Et donc là, c'est l'occasion d'aller vers un domaine qui est quand même complémentaire au développement informatique et qui m'aurait permis d'obtenir un diplôme de niveau bac+5. Donc j'en ai parlé à France Travail. France Travail, dans un premier temps, a validé mon projet. Et puis, retournement de situation. Mon projet a été refusé à la commission de financement
avec un motif complètement incohérent. Soi-disant, la formation que je demandais n'était pas en lien avec ce qui avait été validé par ma conseillère. Alors, du coup, c'était une histoire d'intitulé, c'était quoi? Parce que Alors, je vais y on se, de- venir. on se, de- Je vais y vas-y, venir. vas-y. Mais oui, en gros, donc en fait, le jour où ma conseillère m'a validé mon projet professionnel, qui était en totale cohérence avec mon parcours, hein, et qui était une nécessité justement pour revenir sur le marché mieux équipée, puisque ben, je prouvais que je galérais à trouver une mission. Donc ce jour-là, elle a créé une démarche de formation dans ce qu'on appelle le journal de retour à l'emploi. C'est un outil sur ton espace personnel quand tu es demandeur d'emploi qui est partagé avec ton conseiller France Travail. Donc elle a créé une démarche de formation ce jour-là. Et dans cette démarche de formation, elle a pas renseigné l'intitulé de la formation, elle n'a pas renseigné le nom de l'organisme, elle a juste renseigné une information, et cette information, elle s'est trompée, en plus, en la renseignant. Waouh. C'est-à-dire elle en met une sur trois et c'est pas la bonne. C'est ça. Putain. Donc ça, je l'ai découvert qu'après après avoir porté ma réclamation jusqu'à la médiation. Voilà, dans un premier temps, moi, j'ai reçu un refus avec un motif qui était complètement incohérent, puisqu'elle, elle m'avait validé mon projet. Bah oui. On avait une synthèse d'échange d'entretien qui justement mentionne l'intitulé de la formation, l'organisme, la durée, le fait que ça allait m'apporter un bac plus 5, que j'allais demander le financement à France Travail. Tout était écrit dans la synthèse de l'échange. Juste, voilà, la commission de financement qui me dit non, votre projet n'est pas aligné avec le projet de formation pour lequel vous demandez le financement n'est pas aligné avec le projet que vous avez validé avec votre conseillère. Mais ils ont pas eu accès à cette synthèse, c'est-à-dire Je sais pas parce que, comment enfin, ils sont à un moment débrouillés. donné, faut pas être débile. S'ils ont accès à tout, ils voient bien qu'il y a des cases qui manquent Et je pense qu'ils non, se ok. sont pas pris la tête, hein. Ils ont vu un truc et ah non, ça correspond pas. Donc voilà. Je pense qu'ils sont pas allés plus loin. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas, je sais que maintenant il y a une erreur administrative dans mon dossier qui a tout faussé. Mais au début, je ne le savais pas. Donc quand j'ai eu ce refus, j'ai demandé une réclamation amiable, donc une demande de réexamen de mon dossier. J'ai transmis toutes les informations que je possédais, donc en disant ben c'est pas possible, enfin le domaine dans lequel je veux me former, c'est en croissance mondiale, c'est en totale cohérence avec ce qui a été validé avec ma conseillère. Enfin, je me suis défendue, donc il y a eu un réexamen, et quelques jours plus tard, donc j'ai eu un nouveau refus, enfin un maintien du refus, mais avec un nouveau motif. Soi-disant, ils ont fait une étude de marché et sur cette étude de marché, ils ont réalisé qu'il n'y avait peu ou pas d'opportunités euh, dans le domaine dans lequel je souhaitais me former. Dans l'IA. Alors, l'IA, si on rentre dans les détails, c'est justement ce que la conseillère a renseigné dans la démarche de formation, intelligence artificielle. Sauf que la Ok. certification professionnelle que je vise, c'est du domaine de la data science. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a eu D'accord. un problème. C'est que la certification, elle apporte l'information d'un code qui est data science, et le code que ma conseillère a renseigné dans mon dossier, c'est intelligence artificielle. Sauf que la data science, faut se dire que comment dire, c'est un ensemble global qui englobe plusieurs disciplines, dont l'intelligence artificielle. Donc, et surtout, le parcours que je voulais faire, c'est AI Engineer. Donc, ça veut bien dire que c'est un parcours qui est spécialisé en intelligence artificielle. Bon, tout ça, ils ont pas poussé plus loin que l'information qui était incohérente par rapport à la certification et ce qu'il y avait dans mon dossier. Ils sont pas allés chercher plus loin. Même, ouais, tu voulais me poser une question? Non, 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 alors, je sais pas bien ce que je vais faire, mais donc, en termes d'axe d'amélioration chez France Travail, on peut imaginer que revoir comment on remplit correctement les cases, ça peut être pas mal. Sinon, l'étude de marché, on en parle. Enfin, moi, je regarde pas la télé, hein, et je le sais que c'est un peu un sujet l'IA. Donc, papa. Ouais, mais en fait, eux, ils se sont basés sur data science. Et pour eux, data science, c'est pas intelligence artificielle. Bref, pour continuer un petit peu plus, moi justement, quand ils m'ont dit on a fait une étude de marché, j'ai fait ma propre étude de marché. Je suis allée sur 4 sites différents. En l'espace de 3 jours, j'ai recensé 70 offres auxquelles j'aurais pu postuler si j'avais mon bac plus 5 en niveau débutant.
Ah, t'avais même fait des sondages aussi sur LinkedIn, non, par rapport à tout ça? J'ai fait une enquête terrain, justement, auprès de recruteurs, auprès de professionnels du web et auprès de professionnels de la data science pour, à la fois, comment dire? Palper un petit peu ce qui se passe sur le marché actuel des développeurs web et démontrer, au travers de cette enquête, que les recruteurs sont quand même très intéressés par des profils hybrides qui auraient des compétences en développement web et en intelligence artificielle, et que justement cette venue de l'intelligence artificielle qui grignote un petit peu chaque jour du terrain des développeurs pourrait en réalité être une opportunité de pouvoir justement prendre ce qui arrive, se l'approprier et devenir un profil hybride qui serait employable dans les années qui arrivent par les recruteurs. Parce que je pense que vraiment, ce genre de profil hybride, c'est ce qui va devoir euh, exister pour pouvoir arriver à suivre au niveau des besoins. Parce que je pense que l'intelligence artificielle, vu la croissance mondiale, et le retard qu'on a en France, ça va exploser et il va y avoir besoin de compétences à ce niveau-là. Et surtout qu'on le voit, enfin, alors, bon, déjà, ça veut dire que France Travail n'est pas vraiment sur Non. LinkedIn. Ils sont pas au courant que les devs vont mourir à cause de l'IA, apparemment. Et c'est surtout qu'on le voit que, enfin, alors, il faut aussi distinguer avec les non-tech parce que moi, je me rends compte quand je discute avec des gens de mon entourage qui sont pas du tout dans la tech, ils sont très très loin de tout ça. Donc, j'arrive pas trop à savoir à quel point, on va dire, le grand public palpe un peu tout ça. Tu vois, enfin moi, j'utilise plus Chrome, j'utilise Perplexity quasiment. J'échange presque tous les jours avec ChatGPT. Enfin, mais c'est pas non plus des choses que le reste du monde fait, ceux qui sont pas dans le dev, tu vois. Mm. Mais on le voit bien, que ce soit sur tout ce qui est génération d'images, de vidéos, de code. Il y a des avancées dans la médecine. Enfin, Ouais. il y en a sur tout en fait. Donc, enfin, demain, on aura de l'IA quasiment partout, pour pas dire partout en fait. Je pense que demain, en fait, tous les LLM qu'on utilise là, que ce soit pour coder, que ce soit pour poser des questions ou pour rechercher sur le web, bah, ce sera un outil interne à chaque entreprise. Parce qu'il y Mm. a des raisons de confidentialité, des raisons de sécurité. Je pense qu'il va falloir avoir un outil comme ça, propre à chaque entreprise. Et pour ça, il va falloir des développeurs spécifiques. Ah bah carrément, alors, ne serait-ce que pour maintenir, faire vivre, améliorer. Enfin, il y a toujours des choses à faire. Et puis après, il y a toujours cette les besoins sont toujours difficiles à exprimer. On le voit bien. Enfin, moi, j'ai jamais travaillé sur un produit qui était tout chousse de zéro à la fin jusqu'à la prod sans 50 détours. On le voit bien. Les besoins, ils évoluent presque au jour le jour des fois. Malgré tout, il faudra toujours de l'humain. Après, quelle sera la part de d'intelligence humaine dans les, je sais pas. Mais clairement, enfin, de là à dire qu'il y a peu d'embauches sur le sujet, c'est un petit peu Ouais. poussé. C'est poussé et d'autant plus que je leur ai réclamé cette étude de marché qui, soi-disant, sur laquelle ils s'étaient fondés pour me donner un refus. Je leur ai demandé je ne sais pas combien de fois, dans plusieurs mails. Je leur ai demandé en médiation, je leur ai demandé jusqu'au juge, parce que j'ai porté tout ça devant le tribunal quand même. J'ai jamais eu accès à cette étude de marché. Alors que D'accord. moi, j'ai fait ma propre étude, j'ai fait ma propre enquête terrain, comme eux me le demandaient de faire, en fait. Mais renseignez-vous auprès des recruteurs. Oui, vous inquiétez pas, je fais. Tu sais pas qui t'a dit ça, toi. Tu sais pas. Donc voilà, j'ai tout fait vraiment. Le dossier que j'ai transmis à l'avocat pour ma défense faisait plus de 1000 pages. Donc entre tout quoi, entre l'étude de marché, l'enquête métier, les conversations que j'ai eues avec France Travail, les différents refus, tout, plus de 1000 pages. Donc donc voilà, je et fin décembre, avant que je saisisse le médiateur, parce que là, en fait, ça a été la fin en fait des échanges que je pouvais avoir avec France Travail. Là, je me suis dit, ça sert à rien de continuer à échanger, j'obtiendrai plus rien d'eux. Mais le pire, en fait, c'est que ils m'ont donné un non, ils m'ont mis un stop en fait après m'avoir validé le projet de formation, mais ils m'ont mis un stop avec un blocage parce que eux s'étaient trompés. Parce qu'ils ne pouvaient plus modifier dans leur base de données leur erreur.
En fait, c'est ça l'aberration de mon dossier. Et ça, c'est comment dire, le médiateur national de France Travail qui l'a dénoncé, je crois, en fin mars. Il y a un article qui est paru sur Internet, justement, du médiateur national de France Travail, qui dénonce les aberrations de France Travail qui nuisent aux demandeurs d'emploi. Et notamment, dans ce qu'il dénonce, c'est que leur logiciel ne leur permet pas de faire des modifications quand ils se trompent. Ah, Vous rendez pardon, compte? c'est pas en fait, c'est pas du tout drôle, c'est presque nerveux, mais c'est quand même incroyable. Enfin, du coup, comme quoi les devs sont pas prêts de mourir avec des gens qui C'est bossent comme clair. ça. Non, mais il y a quand même des développeurs qui développent les applications de France Travail. Je comprends pas comment on peut pas modifier ce genre de choses. En plus, si ça a un impact aussi grand pour une personne. Bah, et puis là, on parle de toi, ta situation, mais du coup, il y a combien de personnes comme Ah ça? oui, Enfin, tu vois, c'est la j'en ai plein. tristesse, enfin, je sais pas. Ah ouais. Ouais. Alors, qui que tu sois qui développe les outils France Travail, putain, rajoute la modif là, ça va pas du tout. C'est, C'est hallucinant et donc du coup voilà, j'ai porté tout ça, devant le tribunal parce que pour moi c'était, quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Ce projet-là, j'ai quand même proposé, de l'autofinancer à partir de mi-décembre. Donc quand j'ai vu qu'il y avait des blocages, qui commençaient à j'ai proposé moi-même, l'autofinancement. Alors le problème, c'est que je ne pouvais pas l'autofinancer tel que eux l'imaginaient en mobilisant, mon CPF, comme c'était prévu au départ. ok. Avec une part de cofinancement de ma part. Mais, en fait, je ne pouvais pas parce que, ça me demandait de débourser la totalité du reste à charge en une fois. Hmm, Sauf que le centre de formation me proposait, des facilités de paiement, si j'optais plutôt pour une offre où je ne mobilisais pas mon CPF. Et ok. dans ce cas-là, ça m'aurait permis aussi de pouvoir cumuler une activité en parallèle rémunérée. Donc je comptais notamment sur l'apport d'affaires et sur mon activité avec, le portage salarial. Et pour pouvoir justement, avoir l'argent nécessaire pour m'autofinancer mensuellement, cette formation. J'ai proposé ça à France Travail mi-décembre. Stop. On m'a mis un refus aussi sur ça. En fait, j'ai demandé, des clarifications sur, le statut que j'aurai si je fais ça, si ces activités sont bien cumulables avec une activité de formation. Si, voilà, si c'était faisable. Et en fait, ils m'ont, répondu qu'ils ne pouvaient pas me garantir la mise en place, de ce qu'ils appellent l'allocation de retour à l'emploi formation. Donc c'est la même chose que l'allocation de retour à l'emploi. À partir du moment où on en bénéficie, elle se transforme en allocation de retour à l'emploi formation quand on est en formation. Ils ne pouvaient pas me garantir cette mise en place, hem sur la base d'un autofinancement total sans mobilisation de mon CPF. Sauf que là encore, on est hors la loi. Parce que la législation, elle dit que dès que le projet de formation a été inscrit dans ce qu'ils appellent le projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE, peu importe comment tu mobilises ton financement, tu peux le faire en fait. Si tu mobilises ton CPF ou pas, tu peux t'autofinancer cette formation, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il n'est pas inscrit dans le PPAE, tu es obligé de mobiliser ton CPF pour pouvoir bénéficier de l'allocation retour emploi formation. Ça, c'est ce que Ouais, dit la loi. t'es quand même tombé sur des anti-IA, c'est pas possible. Ou alors c'est que t'avais une tête qui leur revenait pas parce que. Encore une fois, c'est l'erreur administrative. Vu que eux, dans leur logiciel, ne pouvaient pas modifier leur erreur, en fait, c'est comme si mon projet de formation n'était pas Ouais. inscrit dans mon PPAE. Donc ils se basaient sur leur loi à eux, en fait. Ils se disent: «Ben non, Hmm. en fait, le projet qui a été validé le 20 novembre, finalement, c'est pas le projet qu'elle, elle demande». Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est comme Ouais. s'il était pas inscrit. Faut vraiment que Jean-Michel il change la ligne dans la base de données, les gars. Ouais, C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et donc t'as porté ça devant le juge. ouais. J'ai porté ça devant un juge. Ouais. Alors je sais pas, moi je sais pas trop si je peux te demander la suite, mais si tu veux, bah, prends, hein. J'ai porté ça devant le juge. J'ai fait, alors déjà, j'ai eu quelques déboires avec l'avocate que j'avais choisie. Finalement, c'était une arnaque. Ah, Heu, super. j'ai dû m'improviser, avocate, à J-7 du délai de dépôt, parce qu'elle m'a complètement lâchée. Malgré qu'on se soit synchronisé, que je lui ai donné donc, plus de 1000 pages de dossier, que j'ai vraiment mâché les choses. Hem
elle m'a pas donné de projet de requête en fait, et à J-7, quand je l'ai relancée, elle m'a dit je vous les donnerai pas avant J-3. Moi, là, j'ai commencé à avoir super peur, quoi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je le sentais pas, tu vois. Donc, Hmm. une formation accélérée en droit administratif, et j'ai rédigé moi-même mes requêtes que j'ai moi-même déposées au tribunal, parce qu'en fait, Ok. j'ai dû dessaisir cette avocate pour récupérer ces projets de requêtes qui n'étaient pas finalisés. Elle me les donnait pas en fait, et je les ai récupérés à J-1. Donc en fait, ça m'a juste laissé le temps de constater que, bah, elle était complètement à côté de la plaque. Donc la Ouais. stratégie qu'elle me proposait, c'était pas du tout une stratégie dont on avait parlé. Pour moi, elle était bancale parce elle s'appuyait sur des enregistrements audio, et on sait très bien qu'un enregistrement audio devant le tribunal, ça a pas beaucoup de poids. Et elle ne mentionnait absolument pas l'erreur administrative, qui est quand même la base de ma défense dans mon dossier. C'est un peu le point de départ et qui bloque, enfin, c'est l'obstacle à chaque fois, en fait. Alors, Ouais. Ouais, ouais. Donc, j'ai rédigé moi-même mes requêtes. Et donc, à J-1, j'ai juste pris sa trame, en fait, pour m'assurer qu'il y avait tous les points. Parce que quand tu transmets des requêtes au tribunal, il faut savoir qu'elles peuvent être rejetées pour défaut de forme, vice de forme. Il faut ok. qu'il y ait certaines choses à tel endroit, parce que sinon, ça peut être refusé à cause de ça. Tout est fait pour être relou. Et donc du coup, ben, j'ai eu quelques heures pour prendre ce qu'elle m'avait donné au niveau de la trame et basculer tout ça dans ce que moi j'avais fait, et qui n'était pas du tout du format qu'un juge pourrait avoir, je pense, quand tu reçois des requêtes. Mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais, et j'ai balancé ça. Par chance, mes requêtes ont toutes été acceptées en cours d'instruction, attention, parce que finalement, ben, l'issue n'était pas aussi favorable que celle à laquelle je m'attendais. D'accord. J'avais déposé notamment donc plusieurs requêtes, parce que ben, il y en avait une donc qui concerne ce qu'on appelle un recours en excès de pouvoir, donc pour dénoncer la décision De France Travail. du refus de cofinancement, qui est un excès de pouvoir, puisqu'en fait, après, par la suite, ils m'ont demandé de justifier d'un retour rapide sur le marché de l'emploi avec cette formation, de justifier ça avec une promesse d'embauche. C'est des choses qui sont pas du tout demandées au niveau de la loi, hein, quand on demande l'aide au financement d'une formation. Donc voilà, excès de pouvoir, et aussi en parallèle d'autres requêtes pour aller plus vite dans le jugement, dans l'instruction du dossier. Parce que pour moi, c'était très important de pouvoir entrer en formation au plus vite, puisque mes droits au chômage ne sont pas éternels. Au moment où j'ai fait la demande de formation, de financement de formation, mes droits au chômage couvraient la totalité de la formation. Sauf qu'au moment où j'ai déposé les requêtes, j'avais déjà dépassé la date butoir Hmm. aurait permis de couvrir l'ensemble de la formation. Donc c'était très urgent pour moi d'intégrer la formation, parce que j'allais me retrouver à un moment donné à devoir supporter des frais de formation et ne pas avoir de rémunération non plus, que ce soit avec mes allocations chômage ou une activité en parallèle que j'étais pas sûre de pouvoir maintenir toute la durée. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au juge des référés, donc de forcer France Travail à me donner cette fameuse étude de marché à laquelle je n'ai jamais eu accès, pour que je puisse me défendre justement dans le recours en excès de pouvoir, et de aussi me communiquer les documents sur lesquels il se base pour me refuser la mise en place de l'allocation de retour à l'emploi formation si je m'autofinance le projet toute seule. En fait, le juge des référés m'a refusé ça. Et voilà, j'étais persuadée que le juge des référés allait accéder à mes demandes. Il les a toutes rejetées. Ouais. On peut pas Et, pénétrer le système, hein. ça a été un coup de massue pour moi, parce que je me suis dit, la Voilà. justice, voilà, pour moi, elle va faire son travail. Ah là, c'est moche. Non, non, vraiment un gros coup de massue. Et en fait, j'ai fait quelques recherches. Il s'avère que le juge qui m'a dit non, en fait, à ces demandes qui étaient totalement légitimes, euh, il s'avère qu'il avait été révoqué de ses fonctions il y a 2 ans en arrière pour défaut d'impartialité, hein, en tant que juge. Donc ça en dit un peu sur
comment le système judiciaire est formé aujourd'hui en France. Je comprends pas comment une personne qui a été révoquée de ses fonctions pour défaut d'impartialité se retrouve encore juge et juge de référé, de requête en référé. Donc ça veut dire que quand même c'est des requêtes qui sont importantes. Donc voilà, double coup de massue là. Ah, putain, c'est chaud. J'étais pas bien. J'ai porté ça devant le Conseil d'État. Donc là, c'est en cours d'instruction devant le Conseil d'État. C'est la dernière instance de jugement. Euh, il faut savoir que beaucoup en fait, et j'en parlerai certainement plus tard parce que tu vas me poser la question. Mais en France, peu de gens se défendent ou pensent qu'ils ne peuvent pas se défendre face à une administration de service public. Et il faut savoir, en fait, comme moi, quand j'ai fait des recherches, beaucoup de décisions ont été annulées qu'en dernière instance de jugement. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au Conseil d'État, en général, Hmm. pour avoir gain de cause. Parce qu'en première instance, en général, bah, ça passe pas. Comme s'il y avait du copinage, je sais pas. Ouais, c'est un espèce de filtre à la motivation, mais c'est quand même un truc de con parce que ça fait perdre du temps à tout le monde au final. Enfin, mais Non, de c'est là que tu l'argent, vois que c'est chiant, quoi. sans parler de l'argent, hein. Mais non, mais oui, enfin, en plus, ce qui est quand même incroyable, c'est que t'avais quand même enlevé cette espèce d'épine qui peut, c'est toujours l'argent finalement, où tu proposais de le financer. Enfin, c'est quand même incroyable. Tout ça pour une ligne dans base de données. Enfin, moi, je, Ouais. Ouais, ouais. Et tout ça m'a coûté en frais de justice plus de 16 000 euros. waouh, waouh, waouh. Mm. Ouais, ouais. Et sans, et d'ailleurs, pardon, du coup, là, t'es toujours sans avocate ou t'as retrouvé quelqu'un? Alors cette avocate, elle m'avait vendu une stratégie en double recours. Donc le premier recours que j'ai évoqué et un recours indemnitaire pour demander dommages et intérêts pour les préjudices subis. Je lui ai payé la totalité. Sauf qu'en fait, bah, après ce qui s'est passé sur le premier recours, je lui ai demandé de me rembourser ce que je lui avais versé pour le deuxième recours. En fait, ben, elle m'a jamais rien versé, m'a jamais rien donné par rapport à ce recours. Donc je pense que c'est un truc aussi que je vais bientôt faire. Là, j'avais pas forcément le temps parce que je suis entrée en mission, donc j'avais pas vraiment le temps de me pencher sur ça. Mais je pense que je vais aussi ben, faire finalement lui coller un procès, hein, parce que Alors maintenant qu'il a fait sa formation accélérée, les gars, vous êtes mal, hein. Là, tout le monde va y passer. Et en même temps, je suis désolé, mais enfin, vu ce qui est décrit là, tout me paraît normal. Moi, j'entends rien de. Le seul truc qui est aberrant, c'est cette histoire de ligne en base de données. ouais. Et du coup, ben voilà, j'ai payé donc ces frais-là qui finalement ne m'ont jamais été remboursés. Mais du coup, ben j'ai quand même ce recours indemnitaire à faire, donc j'ai dû trouver un autre avocat, lui payer aussi les frais. C'est pour ça que j'en suis à 16 000 € aujourd'hui, hein. Donc entre Bah, le Conseil d'État, les recours en référé, le recours indemnitaire, tout ça, j'en suis à 16 000 €. Et c'est peut-être pas fini, hein, parce que comme en j'ai dit, fait, si t'as pas d'argent et si t'es pas déter comme jamais, en fait, enfin, tu peux rien faire, quoi. ouais, ouais. Et donc du coup, voilà, je suis quand même aujourd'hui suivie par un autre avocat. Qui est beaucoup plus impliquée que la première avocate. Donc voilà, sur ça, ça va. Par contre, j'ai des dossiers donc, qui sont en cours d'instruction. Je ne saurais pas quand est-ce que j'aurai la réponse vraiment. Ok. Mais peu importe en fait les réponses que je vais obtenir de la part de la justice, moi je pense qu'il y a une autre forme de justice qui existe. La vie m'a prouvé à plusieurs reprises, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai fait ma reconversion en RH et quand j'ai obtenu la note de 20 sur 20 à l'oral, alors qu'au début de l'année on me disait non mais va falloir faire autre chose parce que là c'est pas du tout du niveau demandé. Voilà, la vie m'a prouvé à ce moment-là que même si je m'éloigne un peu du chemin à un moment donné, je vais y revenir et je vais y revenir avec un truc encore plus waouh, Hmm. auquel je m'attendais pas. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépensé toutes les économies qui m'auraient permis de rester, enfin de pouvoir tenir sur les 1 an de formation euh, avec mes revenus de chômage, plus ces économies, j'aurais pu tenir sur la durée de la formation. Sauf que j'ai tout dépensé dans mes frais de justice. Donc,
je suis arrivée au mois de mars avec plus rien pour pouvoir continuer cette formation. Il me restait mon chômage, oui, 10 mois de chômage encore. Mais pour moi, j'avais plus aucun intérêt de rester au chômage si je pouvais pas faire cette formation. Donc je Ouais. suis revenue sur le marché du développement web et je me suis dit, j'ai eu peur en fait. J'ai eu peur parce que j'avais presque un an de battement sur mon CV qu'il fallait que j'explique aux recruteurs. Que quand je suis partie, que je me suis éloignée de ce secteur, il était saturé, en tout cas au sens que moi je l'entends, avec mes compétences à moi. Donc j'ai eu peur en fait. Je me suis dit ça va être compliqué, mais voilà, j'y vais, ça va le faire, on y croit. Et du coup, là, revirement de situation, encore une fois, hein, parce qu'il y a eu que des revirements de situation dans toute cette Ouais, histoire. ouais. Ouais, une bonne Euh, série là. Revirement de situation, là j'ai 2 opportunités qui me tombent, qui sont parfaites. Pile poil avec, ce que je peux apporter, pile poil avec, ce que je veux apporter aussi en termes de d'intelligence artificielle, data et cetera. Freelance, TJM qui correspond, une part en présentiel, une part en télétravail, à côté de chez moi, mais vraiment, truc improbable, Ok. improbable. Et donc du coup, le truc encore plus improbable, c'est que, un des recruteurs qui m'a proposé une mission donc aujourd'hui, hem, m'a proposé de financer la formation que France Travail m'a refusée. Ok. Comme quoi la vie, Totalement. c'est marrant. Aujourd'hui, j'ai gagné, en fait, j'ai déjà gagné. Parce que, même si, tu vois, les décisions du tribunal ne sont pas encore tombées, pour moi, j'ai gagné parce que le marché pro a validé mon projet de formation professionnelle. Carrément. C'est vrai. Ça, c'est une victoire. C'est vrai. Et ça te fera même limite des munitions en plus si jamais on t'en redemande ailleurs, tu vois. Complètement. Enfin, donc ça, c'est incroyable. Et comment ils t'ont trouvé, du coup, ces deux... C'est suite à des posts que tu avais fait sur LinkedIn ou pas du tout? Oui, heu, je sais pas pour la deuxième, mais j'ai été contactée par mon site web, donc enfin par mon adresse qui est communiquée sur le site web, donc je sais pas s'il avait vu mes posts à la base, mais en tout cas, Ok. il y a une des 2 opportunités, c'est de mon réseau, oui, effectivement. Ok. Donc, bien prendre soin de son réseau, ça peut aider. Ouais. Ok, bah c'est incroyable. Je te souhaite quand même de avoir au moins les dommages d'intérêt pour récupérer ton argent parce que enfin, moi je trouve ça vraiment dégueulasse de, enfin, donc tout ça pour une faute initiale. Enfin, je trouve ça un peu dommage que pour une faute de frappe presque, on en soit à 16 000 balles d'avocat et toujours pas de réponse. Enfin, Ouais. alors, et c'est terrible, mais tu vois, je trouve que c'est un peu à l'image de tout aujourd'hui en fait. Alors, je pourrais dire en France, mais en fait, j'en sais rien si c'est ailleurs différemment, j'en sais rien. Mais tu vois aujourd'hui les juniors, comment ils galèrent, c'est terrible. Entreprendre en France, c'est une galère sans nom, c'est terrible. Là, on voit bien, enfin, tout le monde, enfin, ça devient compliqué pour tout le monde, tu vois, tout le temps. Et enfin, tu vois bien, t'as l'impression que le système, il est fait pour que ce soit compliqué pour te donner, enfin, ne pas te donner envie de te battre, de te faire valoir tes droits. Enfin, à un moment Ouais, donné, il faut savoir, je sais pas, je sais pas. pardon. Un chat? Ouais, il y a un chat, il y a un chat, tout va bien. C'est le Allez, chat. Ok. Ils ont l'air de kiffer passer dans la caméra, tout va bien. ouais. Euh, non, Ouais, mais c'est enfin, c'est terrible parce que je pense qu'il y a des tas de gens qui se, moi, clairement, je pense que je me serais résigné il y a longtemps. Enfin, ne serait-ce que tu vois que financièrement, tu vois, en fait, tu as dû presque choisir entre finalement continuer à te battre dans cette voie-là, mais tout en n'ayant rien à côté ou presque en termes de rémunération, etc. Et du coup, de te mettre en danger, ou faire le choix de laisser tomber et jouer la sécurité au maximum. Enfin, c'est tout quand à même pas fait. normal. J'ai eu ce choix à faire et ça a été difficile, mais en même temps, ça a été, comment dire?
Ça a été Bénéfique. une évidence en fait de faire Ouais. ça parce que justement, et c'est quelque chose que je souhaite faire par la suite. Moi, je souhaite écrire un livre de tout ça. Une fois que les jugements auront été rendus. Parce que comme tu dis, en fait, en France, beaucoup de gens n'osent pas se défendre face à ces administrations qui sont censées nous aider et qui nous enfoncent. Et en général, quand ça arrive, on est dans une situation de précarité ou en tout cas de fragilité. Euh, donc, il y en a beaucoup qui préfèrent en fait, voilà, laisser couler, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement, tu vois. Et, Mhm. et je pense que ce que j'espère avec cette expérience, c'est que ça servira de leçon, entre guillemets, mais en tout cas, ce que j'espère, en fait, c'est qu'il y ait une jurisprudence qui émane de tout ça, en fait. Ouais. Et que ça puisse aider justement ces personnes qui ont leurs droits qui sont complètement bafoués, comme le médiateur national de France Travail l'a dit, voilà, qu'elles puissent se défendre. Donc, je souhaite écrire un livre par la suite récolter un petit peu tout plein de témoignages. Je veux pas juste raconter mon expérience. Ce que je veux raconter, c'est un cri de révolte, certes, mais pas juste le mien. C'est vraiment celui de la France Mhm. et pas que par rapport à France Travail. Je parle de toutes les institutions qui sont censées nous aider en France, les services publics. Bah, l'avocate, enfin, qui a pas fait son job, enfin, y a rien qui Oui, va dans peut-être ton ça truc aussi. là, dans ton histoire. Peut-être ça aussi. Et l'idée, en fait, avec ce livre, c'est d'apporter des témoignages positifs qui ont eu une issue positive, et des témoignages où il y aura aussi des choses aberrantes qui n'ont pas eu forcément d'issue positive, mais pour pouvoir aussi proposer justement des axes de défense par rapport à ce qui peut se passer pour que justement ces personnes ne se sentent pas seules. Parce que en général, quand tu poursuis pas tes projets, quand tu vas pas jusqu'à la défense comme je le fais moi aujourd'hui, c'est parce qu'il te manque les moyens financiers, il faut pas se le cacher. Mhm. Mais Carrément. c'est parce que tu te sens seule aussi, en fait. Tu te dis, bon, voilà, je suis qui? Moi, je suis toute petite face à cette instruction. Et donc, du coup, ça sert à rien, en fait, que je me batte. Je suis toute seule, quoi. Mhm. Sauf que non, en fait. Si justement il y aurait plus de gens qui élèvent leur voix, il n'y aurait pas autant d'aberrations. Ouais, mais le problème, c'est, je pense aussi l'aspect financier, hein. Enfin, tu vois L'aspect bien ce que tu as financier. dépensé en frais d'avocat. Enfin, et tu vois, moi, je me suis retrouvé une fois dans une situation où, mon avocat m'avait clairement dit que c'était au bon vouloir du juge, tu vois. Ouais. C'était qui tout double finalement. Mais moi, j'ai une femme, deux enfants, un frigo à remplir. Enfin, si tu veux, qui tout double, moi, je quitte rien, hein. Bah ouais, je me suis résigné, tu vois. Après, dans un autre contexte, autrement, ailleurs, j'en sais rien. Mais alors, je regrette pas de l'avoir fait parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Mais on voit bien que le système est bancal. Il y a rien qui est fait pour arranger les gens, pour aider les gens. Et je dis pas ça pour, je veux pas qu'on me tombe dessus en mode tout le monde est mauvais non plus. Non, non. Mais je sais qu'il y a des bonnes personnes, il y a des bons avocats, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais globalement, le système est merdique. Enfin, on voit bien que c'est un handicap. Mm. Ouais. Et justement, enfin, comme tu dis, je rebondis sur ça aussi. Il y a des gens bien, il y a des gens qui font correctement leur travail, et c'est bien de le dire, parce que quand j'ai fait ma reconversion dans le développement web, j'ai bénéficié d'une formation financée par Pôle Emploi à l'époque. Donc voilà, j'avais quelqu'un à l'époque qui suivait mon dossier, qui a tout fait pour que je puisse justement évoluer. Voilà, il y a des gens qui s'investissent. Ça, Hmm. c'est une attitude aussi. Après, c'est l'éternel dilemme, hein. C'est que, comme on dit, il suffit d'un fruit pourri dans le panier pour déglinguer le panier. Et en fait, on sait jamais, tu vois, si les bons sont plus nombreux que les mauvais ou l'inverse, parce qu'en fait, les mauvaises font souvent tellement de mal quand ils passent que bah, ça imprègne plus que, ou en tout cas suffisamment pour pas pallier le reste, quoi. C'était, mais bon, en tout cas, France Travail, sachez que vous pouvez vous inscrire sur LinkedIn. Vous allez forcément tomber sur un produit TDD ou un vibe coder qui va vous faire votre feature de mise à jour de base de données. Et je suis sûr qu'il vous le fera pas cher. Ouais. Donc, il faut arrêter de faire croire que c'est un truc difficile, tout ça, ce qu'on veut. Ce n'est pas juste un bouton.
Je suis développeur front, je le sais, mais quand même, quand même, Ouais. je trouve ça incroyable. Et donc aujourd'hui, plutôt sereine quand même. Aujourd'hui, très sereine. Enfin voilà, très sereine parce que, comme je disais tout à l'heure, la vie m'a prouvé à plusieurs reprises que même si je m'éloigne temporairement de mon chemin, j'y reviens et avec des choses encore mieux. Donc, Hmm. j'aborde l'avenir là de manière très sereine. Après, j'ai un tempérament qui est quand même à prévoir les choses, tous les scénarios et notamment les scénarios négatifs pour pouvoir m'y préparer. Mais j'ai envie en tout cas d'avancer beaucoup plus sereinement. Voilà. Ces derniers mois ont été très difficiles. J'ai ma santé qui en a pris un coup. Ok, Euh, mais aujourd'hui, j'ai tout pour être heureuse. Tout pour pouvoir faire ce que je veux faire. Donc, il il n'y n'y a a plus plus qu'à. qu'à. Ouais. Non, mais c'est bien. Bah, c'est bien aussi de savoir enfin, entre guillemets, j'allais dire se reposer, faut pas abuser, mais se reposer sur sa sérénité pour faire des choses un peu plus posées. Plus, puis là, tu vas enfin, kiffer, tu vas dans ce que tu veux faire et tout, donc c'est Ouais, plutôt cool. En espérant que le film se termine bien quand même en dernière instance, c'est que tu nous refasses un petit retour positif là-dessus. ouais, Et bah en tout cas, hâte pour cette histoire de livre aussi, ça va être plutôt pas mal. De toute façon, il faut toujours un livre pour faire une série ou un film, hein, donc t'as pas le choix, il faut le scénario. Donc t'as plus qu'à écrire, et après ouais. t'écris à Netflix et tu seras bonne. C'est bon. Ouais, ouais. Mais ok, bah merci d'avoir partagé cette expérience. Je sais pas s'il y a des choses que tu voudrais rajouter, partager. Donc je pense que encourager les gens à pas se laisser faire, ça, je pense que c'est un Ouais. peu le Ouais. mot de la fin. Ouais. Ouais, ouais, défendre ses convictions coûte que coûte. Je pense que, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où il y a beaucoup d'individualisme, c'est très important de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire, bon, à partir du moment où ça reste dans les règles Hmm. mais oui, défendre ses convictions, je pense que c'est très important, de pas avoir peur, en fait, hein. Non, non, mais enfin, moi, je trouve ça impressionnant, cette histoire de voir comment tu t'es battu de A à Z. Enfin, c'est bien, ça montre ta force de caractère aussi. Enfin, et puis d'avoir entre guillemets d'ailleurs, repris le taf de l'avocate en 2 jours. Enfin, tu vois. Mais ouais, après c'est un peu, comment dire? «Compétence» entre guillemets. Voilà, c'est dans des situations de stress comme ça où j'arrive à déployer des forces, «surnaturelles» entre guillemets Ouais, ouais. qui me Ouais, mais permettent, de dépasser, tout ce que je c'est pourrais vrai que souvent, avec le couteau sous la gorge, on fait plus que ce qu'on pensait être capable de faire. Mais non, non, c'est bien de montrer que ça existe des gens qui se battent pour leurs convictions jusqu'au bout, et c'est plutôt pas mal. mmh, Bah, si c'est ok pour toi, j'ai ma petite question de la fin. oui. Si tu pouvais me donner un ou deux noms de personnes que tu aimerais voir à ta place. Alors, je te proposerai, Sarah Varin Ok, et Samuel Motion. très bien. Bon, je pense qu'il dira oui. On a fait un déj il y a pas longtemps, il sera d'accord. Top. Bah, je te remercie. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de suivre cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt. Salut!